Welcome to The French Time, where learning French becomes easy and fun. Imaginez un système éducatif où atteindre la perfection absolue, c'est considéré comme philosophiquement impossible. C'est un concept assez vertigineux quand on y pense. Ah, totalement. Un monde où obtenir la note maximale, un simple 100%, c'est pas seulement rare, c'est structurellement découragé. Parce qu'on part du principe que le savoir est infini, oui. Exactement. Et aujourd'hui, on ouvre le cartable très lourd et très réglementé du système scolaire français. Bienvenue dans cette nouvelle exploration en profondeur. Une exploration qui promet d'être fascinante vu nos sources. Ouais, on a un recueil vraiment détaillé d'observations culturelles, de dialogues du quotidien, et notre mission, c'est de décoder cette micro-société. Parce qu'au final, comprendre la routine d'un écolier en France, c'est bien plus que du vocabulaire, hein. C'est clair. C'est comprendre les rouages intimes, la discipline et la philosophie de toute la culture familiale francophone. Alors, déballons tout ça. Je suis prête. Mais avant de plonger, je tiens à annoncer la couleur pour notre auditoire. Le rythme d'aujourd'hui sera délibérément posé. C'est essentiel pour bien assimiler. Voilà, je vais parler lentement, bien articuler les termes techniques. Et l'idée, pour ceux qui nous écoutent, c'est de répéter mentalement ou même à voix haute les mots essentiels. C'est la meilleure méthode pour que ça rentre. Bon, par où on commence pour cartographier un système aussi complexe ? Eh bien, pour comprendre les dynamiques qui se jouent tous les matins dans les foyers, il faut d'abord regarder comment la pression monte au fil des années. D'accord. On ne peut pas séparer le vocabulaire de l'âge de l'enfant, tu vois. L'école en France, c'est obligatoire de 3 à 16 ans. Ce qui est déjà une longue période. Très longue. Et c'est pas un long fleuve tranquille. C'est un parcours conçu comme une série de paliers successifs, et chaque palier apporte son nouveau niveau d'exigence. C'est un véritable crescendo, en fait. On commence dans un environnement qui semble très maternant. Oui, à 3 ans. À 3 ans, on entre à l'école maternelle. Prenons le temps de prononcer ça. Maternelle. Répétez-le mentalement. Le mot lui-même évoque quelque chose d'enveloppant. Exactement. Avec ses 3 sections, petite, moyenne et grande section. Mais dès l'âge de 6 ans, le ton change radicalement, non ? Ah là, c'est la bascule. On passe à l'école élémentaire, qu'on appelle aussi l'école primaire. Primaire, c'est le deuxième mot-clé. Et soudainement, l'enfant entre dans un univers codifié par des acronymes super stricts. Le CP, puis le CE1, le CE2, le CM1, le CM2. Ce n'est plus l'éveil, c'est l'acquisition de la lecture et de l'écriture. Avec une méthode très carrée, d'après les sources. Très structuré, oui. L'enfant devient un élève au sens strict du terme. L'institution attend de lui qu'il s'assoie, qu'il se concentre et qu'il intègre les règles de la République. Et si on suit cette ligne narrative, la pression atteint un nouveau pic vers 11 ans. L'entrée au collège. Voilà, le collège, l'équivalent du début du secondaire. Et nos sources soulignent une particularité fascinante ici, le compte à rebours. Ah oui, la numérotation des classes. C'est fou ça, hein ? Les classes sont numérotées à l'envers. On entre en 6e, puis 5e, 4e, et enfin la 3e. Et c'est à la fin de cette classe de 3e qu'apparaît le premier grand rite de passage. Le diplôme du brevet. Exactement. Ensuite, c'est la dernière ligne droite, le lycée. Encore un mot à mémoriser, lycée. De la classe de seconde jusqu'à la terminale. Couronné par le monumental baccalauréat. Le fameux bac. Mais attends, il y a un paradoxe énorme quand on regarde l'emploi du temps global. Lequel ? D'un côté, on décrit ce système comme un parcours extrêmement exigeant. Les journées sont massivement longues. On parle de 8h30 jusqu'à 16h30, voire 17h. C'est vrai, ce sont des journées d'adultes. Et pourtant, au milieu de cette intensité, il y a des pauses gigantesques. La cantine ? Oui, une pause déjeuner à la cantine qui peut durer jusqu'à 1h30. Et surtout, cette fameuse coupure du mercredi. Ah, la particularité française. Une après-midi, voire une journée entière sans aucune classe. Moi, je me demande, est-ce que c'est pas incroyablement contre-productif de casser le rythme comme ça en pleine semaine ? C'est une question légitime, si on a une vision purement utilitariste de l'éducation. D'accord, donc c'est pas le cas ici. Pas du tout. Ce rythme spécifique répond à une logique profonde. L'intensité des heures de cours demande une telle concentration qu'une soupape de décompression est physiologiquement nécessaire. Donc on ne peut pas courir un sprint sur une journée de 8 heures. C'est exactement ça. C'est comme un marathon avec des stations de ravitaillement stratégiques. La longue pause de la cantine, c'est pas juste pour se nourrir. Et c'est quoi alors ? C'est un temps sanctuarisé. Pour la socialisation, l'apprentissage des règles de la table, la convivialité. Et le mercredi ?
C'est une respiration. Le système exige un effort intellectuel soutenu, mais il reconnaît qu'un enfant a besoin d'une rupture pour assimiler, en fait. C'est une alternance assumée entre une rigueur absolue et un temps de repos institutionnalisé. J'aime bien cette idée. C'est l'équilibre français. Alors, maintenant que cette arène de marathon est définie, regardons la ligne de départ de chaque journée. Le chaos du matin. Le chaos chorégraphié du rituel du matin à la maison. Les dialogues extraits des sources sont d'une précision redoutable. Ah oui, le vocabulaire de l'urgence matinale est fascinant. C'est le moment où la pression pénètre physiquement dans l'espace familial, non? Complètement. Prenons l'injonction classique pour réveiller un enfant. Debout. Voilà, c'est pas un simple lève-toi. Non. Debout, c'est presque militaire. C'est impératif, c'est vertical. L'ordre exige de passer de l'horizontalité du sommeil à la verticalité de l'action, tout de suite. Et lorsque la logistique déraille, la réaction linguistique des parents est super spécifique. La phrase « Comment ça ? Pas encore ?» Ah oui, ce fameux « comment ça ?» Le « comment ça », ça exprime bien plus qu'une simple surprise. C'est l'expression d'une rupture de contrat. C'est une demande d'explication face à une défaillance de l'enfant dans la préparation. Et cette mobilisation a un but précis, n'est-ce pas? L'enfant doit être prêt car il va, je cite, « avoir cours ». Avoir cours, c'est un concept fondamental. Oui, on ne dit pas simplement qu'on va à l'école. Avoir cours, c'est un état. Ça désigne l'occupation d'une case officielle dans l'emploi du temps. De la République, oui. Et c'est cette intersection exacte entre la famille et la République qui m'amène à l'objet le plus intrigant de nos sources. Le carnet. Le carnet de correspondance. Au milieu du chaos matinal, on vérifie le cartable, la trousse, et il y a ce rituel, la signature du carnet. La mère qui demande si l'enfant l'a fait signer parce que la maîtresse y a mis un mot. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Ce carnet, c'est comme un passeport diplomatique. L'image est très bonne. Un document physique, officiel, obligatoire pour voyager entre deux nations, la République de la maison et la République de l'école. C'est tout à fait ça. Mais franchement, je dois remettre ça en question. On est à l'ère du numérique, des smartphones. Pourquoi maintenir un tel niveau de formalité? Tu veux dire pourquoi pas un email? Exactement. Pourquoi exiger une trace écrite, une signature manuscrite des parents pour un simple mot du prof, alors qu'une notification sur une application serait tellement plus rapide? Parce que le côté archaïque de la signature manuscrite, c'est justement ce qui fait sa force. Ah bon? Oui, ce carnet n'est pas un simple canal d'information logistique. C'est un contrat juridique et symbolique. Contrat continu. Continue, oui. Il matérialise la relation formelle entre l'institution scolaire et la cellule familiale. L'école force l'acte physique de validation. C'est une manière de dire on partage la responsabilité? C'est ça. Je vous informe et j'exige la preuve tangible que vous avez pris acte de ce qui se passe dans ma juridiction. Waouh! Le passeport diplomatique doit être visé à la frontière sous peine de sanction. C'est une matérialisation fascinante de l'autorité. Et tout ce matériel, ce lourd cartable transporté chaque matin, ça a un but ultime. L'évaluation. Et le système d'évaluation à la française possède sa propre mythologie. C'est le cœur du réacteur éducatif, clairement. Ici, on n'utilise pas des lettres comme A, B ou C. Tout est quantifié sur une échelle de 0 à 20. Et c'est là qu'il faut réinitialiser sa façon de penser. Totalement. Avoir 10 sur 20, c'est ce qu'on appelle avoir la moyenne. Le seuil pour passer. C'est le point d'équilibre. Mais la note parfaite, le 20 sur 20, nos sources sont claires, c'est inatteignable. Particulièrement dans les matières littéraires ou la philo. Moi, je compare ça à la vitesse de la lumière en physique. C'est une très belle analogie. C'est une limite absolue. On peut s'en approcher, on peut attendre un 16 ou un 17, ce qui est déjà exceptionnel. Ça demande une énergie monumentale. Mais atteindre le 20, ça signifierait briser les lois de la physique intellectuelle. Et ça, pour un professeur, donner un 20 sur 20 à une dissertation, ça reviendrait à admettre que la réflexion est totalement close. Que tout a été dit. Qu'il n'y a plus une seule nuance à apporter. Or, dans l'esprit cartésien de cette culture, le savoir n'est pas un produit fini. La pensée est un mouvement perpétuel. Exactement. Refuser la note maximale, c'est dire que l'esprit humain a toujours une marge de progression. Et cette marge de progression, elle se traduit par un vocabulaire d'évaluation très particulier dans le bulletin scolaire. Le fameux rapport trimestriel. On y traque inlassablement le point faible. Point faible, encore un terme à mémoriser, mais il y a deux expressions clés qu'il faut isoler. Lesquelles? La première, c'est l'appréciation suprême de l'insatisfaction polie. Peut faire mieux. Ah, un classique. Et la deuxième,
encore plus chirurgicale. On va la prononcer lentement. Manque de rigueur. Elle fait trembler des générations d'élèves, celle-là. Répétez-le doucement. Il manque de rigueur. Qu'est-ce que ça signifie vraiment? Si on se place du point de vue de l'enfant, c'est pas d'une froideur écrasante. Ça peut paraître dur, oui. Grandir en entendant que la perfection n'existe pas, que son travail est au mieux, limite, et qu'on manque de structure. Il n'y a pas un risque de découragement massif? Il y a indéniablement une pression constante. C'est un système qui forge une forme de carapace intellectuelle. Une carapace, carrément? Mais il faut comprendre ce que le terme rigueur veut dire ici. La rigueur, c'est pas juste travailler dur. C'est quoi alors? C'est la méthode. La clarté du raisonnement. C'est la capacité à structurer un argument de manière logique. Donc, dire à un élève qu'il manque de rigueur, c'est pas dire qu'il est bête. Pas du tout. C'est souligner que son idée peut être brillante, mais que son architecture intellectuelle est défaillante. C'est pas une attaque personnelle, c'est une critique de la méthode. C'est de la sévérité constructive, en fait. Le but, c'est d'aiguiser l'esprit critique, pas de flatter l'ego. C'est de la haute voltige intellectuelle au quotidien. Mais pour un enfant qui termine sa journée, qui a porté son cartable, fait viser son passeport et encaisser des remarques sur son manque de rigueur, Il faut bien redescendre sur Terre. voilà, il faut un moment de pur réconfort pour ne pas imploser. Et c'est là qu'intervient le rituel d'atterrissage, le sacro-saint goûter. Pas le goûter. C'est bien plus qu'une simple collation. Vers 16h30, au retour à la maison, c'est vraiment l'institution domestique par excellence. Le classique pain avec un carré de chocolat. Ça sert de ligne de démarcation entre l'espace public de l'école et l'intimité du foyer, tu crois, non? Complètement. C'est un sas de décompression. C'est la fameuse pause café des adultes, mais pour les enfants. C'est une excellente comparaison. C'est absolument vital avant d'attaquer la deuxième journée de travail. Les leçons et les devoirs. Et c'est précisément pendant ce goûter que la conversation typique s'engage entre le parent et l'enfant. Les sources mettent en avant cette question incontournable. Tu t'en es bien sorti? Oui, on ne demande pas juste si la journée a été bonne. Non, s'en sortir, ça implique l'idée d'un labyrinthe, d'un parcours du combattant. On demande si l'enfant a réussi à s'extraire indemne des épreuves. Et la réponse de l'enfant épuisé, c'est souvent magique. Ce petit mot de 3 lettres, écoutez bien la prononciation et essayez de la reproduire. Bof. Le bof est magistral sur le plan linguistique. C'est un haussement d'épaule rendu vocal. Bof. C'est exactement le son de la pression qui s'échappe de la cocotte minute. Ça veut dire ni un triomphe, ni un désastre. Juste la survie. Mais la survie ne s'arrête pas là, car immédiatement après, la réalité des devoirs s'impose. Ah oui, et la linguistique le souligne. Les sources montrent l'utilisation du subjonctif pour exprimer l'obligation. Il faut que j'apprenne. Il n'y a pas de choix, c'est une contrainte extérieure qui s'impose à l'individu. Et ça amène au dernier rituel, sans doute le plus dur symboliquement. Le moment où le parent déclare « je vais t'interroger ». Un verbe très fort. Interroger. Mais hors contexte, ça sonne comme une garde à vue, comme un interrogatoire de police sous une lampe aveuglante. C'est vrai que c'est intense. Pourquoi un terme aussi dur juste pour réviser ses leçons à la maison? Parce que l'exigence de l'école réclame une rigueur équivalente à la maison. Le parent prend le relais de l'instituteur. Il ne s'agit pas juste de lire une histoire mignonne. Non, il s'agit d'évaluer la restitution du savoir avant que l'institution officielle ne le fasse le lendemain. C'est le paradoxe. Derrière ce vocabulaire sévère, cet interrogatoire, c'est un acte de solidarité familiale. Exactement. Le parent s'assoit avec l'enfant, prend le cahier et l'accompagne. La famille fait corps face au système. L'enfant ne fait pas face au 20 sur 20 inatteignable tout seul. C'est une boucle parfaite. Le matin, le carnet ouvrait la frontière, et le soir, l'interrogation vient sceller cette alliance. Waouh! Prenons un peu de recul sur tout ce qu'on vient de voir. On a suivi ce marathon, de la maternelle au lycée. Avec ses montées en pression. On a compris l'importance des grandes respirations stratégiques, comme la cantine et le mercredi. Le vocabulaire militaire du matin, debout, le carnet. On a exploré la philosophie de la note parfaite impossible, où le manque de rigueur forge d'esprit critique. Et enfin, le réconfort du goûter pour affronter les devoirs. C'est un engrenage culturel extrêmement cohérent. Et pour notre auditoire, maîtriser ces concepts est essentiel, parce que ce vocabulaire dépasse infiniment la cour de récréation. C'est le grand moule de la société. Absolument. Identifier son point faible, accepter qu'un projet manque de rigueur, se dire qu'on va s'en sortir ou juger qu'un résultat les limite. C'est le langage quotidien de la vie professionnelle. Les mots qu'on intègre à 6 ans façonnent la manière dont les adultes gèrent leurs réunions et évaluent leur succès en entreprise. Ce qui soulève une question philosophique passionnante pour conclure. Je t'écoute.
D'un côté, on a une culture qui institutionnalise une sévérité remarquable, presque stoïque, avec cette exigence de rigueur. Oui, la perfection inaccessible. Mais de l'autre, cette même culture protège avec ferveur des moments de pur réconfort matériel. La cantine, le mercredi, le goûter au chocolat. Voilà. Comment cette dualité profonde entre esprit froidement critique et attachement charnel au bien-être forge-t-elle l'identité des adultes? C'est une excellente question. Est-ce que c'est précisément parce que l'exigence est si rude que le besoin de convivialité et de plaisir doit être si farouchement défendu? C'est la clé pour comprendre le rapport au travail et au bonheur, dans cette culture en fait. C'est ce que je pense. De quoi nourrir la réflexion de chacun lors d'une prochaine pause ou devant un morceau de chocolat. Tout à fait. Tout à fait. Si. Derrière une simple liste de fournitures ou un bulletin, on découvre l'architecture d'une pensée collective. Merci pour cette exploration en profondeur. Le décodage continue avec rigueur et esprit critique. À très vite pour démonter les rouages d'un nouveau sujet.